Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette session. Nous allons parler de souveraineté des données, souveraineté dans le cloud AWS. Souveraineté, sécurité sont parmi mes sujets favoris. Je suis Stéphane Adinger, directeur de la technologie chez AWS, et j'ai le privilège depuis bientôt 11 ans d'accompagner des clients sur ces sujets de transformation, mais également de sécurité, de conformité. Et dans ces contacts quasi quotidiens que j'ai avec les clients, il y a cette question, effectivement, de souveraineté qui est apparue, mais surtout de souveraineté sans compromis. Ce que vous me dites tous, c'est que vous voulez à la fois des assurances de sécurité sur vos données, bien sûr, mais en même temps la totalité des services cloud que vous aimez, que vous utilisez aujourd'hui, avec les mêmes performances, avec les mêmes caractéristiques. Et d'expérience, la confiance repose sur 3 piliers fondamentaux. À la fois un aspect qui est contractuel et juridique, qui est extrêmement important, mais qui est complété également par des certifications faites par des auditeurs tiers et indépendants, et en plus des outils, des contrôles. Alors on va retrouver le chiffrement, bien sûr, mais pas que. Et c'est à chaque fois la combinaison de ces 3 facteurs qui sont importants sur ces questions de confiance. Alors aujourd'hui, on va regarder plusieurs éléments. On va d'abord parler un petit peu de qu'est-ce que ça signifie votre souveraineté, et vous donner un petit peu la vision que j'en retiens des échanges avec les clients, et bien sûr brosser les éléments essentiels. La localisation des données, bien sûr, le Cloud Act, et j'espère lui tordre le cou une bonne fois pour toutes, mais vous serez juge, le RGPD, qui est bien sûr extrêmement important, et surtout on va rentrer, ça c'est les nouveautés de cette session, on va rentrer dans Nitro et dans les nouvelles options de chiffrement. Comme l'a dit Julien Grouès ce matin dans la keynote, comprendre la sécurité d'AWS, ça passe par comprendre Nitro. Tout un programme. Commençons d'abord par la souveraineté. Et ce n'était pas une nouveauté chez nous. Et nous avons annoncé justement en fin d'année dernière un certain nombre de choses sur la souveraineté. Mais d'abord, la souveraineté, qu'est-ce que ça signifie? Il y a plusieurs manières de le définir, mais au final, la souveraineté, votre souveraineté, c'est votre autonomie stratégique. C'est-à-dire, c'est votre capacité à choisir les meilleures technologies à tout moment. Et en même temps, votre capacité à en changer quand vous le décidez. C'est-à-dire c'est vous qui choisissez. Personne ne vous dicte ce que vous devez faire. Et vous avez un choix parmi les meilleures options. Et en même temps, bien sûr, vous avez le contrôle complet sur vos données. Vous avez aussi le contrôle sur la localisation de vos données. Donc en réalité, quand j'échange beaucoup avec les clients, leur propre souveraineté, elle passe par le fait de répondre oui à ces 5 questions-là. Et c'est des choses que vous avez déjà sur AWS. Vous êtes le propriétaire de vos données. Ça, c'est acquis. Vous contrôlez la localisation des données. On va regarder ce point à nouveau, mais ça, c'est acquis également. La protection des données, ça va être un des grands thèmes de cette session. Et surtout, vous choisissez le meilleur de la technologie et vous pouvez partir à tout moment. Ça, ce sont les bénéfices du cloud, c'est que vous n'êtes pas lié, vous n'êtes pas engagé, vous pouvez partir d'une minute à l'autre sans préavis. Ça fait partie de notre ADN. Ça fait partie de notre conception qui est que rien ne vous retient. Et donc, avec nos équipes, nous devons regagner quotidiennement votre confiance. Parce que si vous n'êtes pas content de la sécurité, des performances, des coûts ou de la disponibilité, vous pouvez partir du jour au lendemain. Alors la sécurité, pour vraiment lui donner une feuille de route et une grande ambition, nous avons en fin d'année dernière publié le AWS Digital Sovereignty Pledge. Il existe en français, il existe en anglais. Et c'est à la fois pour faire le point sur ce qui existe déjà aujourd'hui, mais surtout nous donner une très ambitieuse feuille de route pour intégrer ces caractéristiques de souveraineté dans l'ensemble des services à terme et dans l'ensemble des 31 régions qui existent aujourd'hui. Donc, bien sûr, la capacité de chiffrer partout et des éléments d'assurance sécurité qu'on va regarder, en particulier avec Nitro, qui est une des briques fondamentales dans ces éléments de sécurité. Alors, le contrôle et la localisation des données, si vous êtes déjà client AWS, je pense que je vais dire des choses que vous connaissez déjà. Mais la première chose que vous faites quand vous arrivez sur AWS, c'est de choisir la localisation, c'est-à-dire de choisir la région AWS. Nous en proposons aujourd'hui 31 dans le monde, 8 sur le continent européen. Et quand vous mettez vos données dans une région, prenons ce qu'on appelle la région Paris, qui est en région parisienne, plusieurs data centers, on reviendra sur la résilience. Quand vous stockez vos données et vos applications dans la région Paris, nous ne les déplaçons pas. Elles restent là.
Vous pouvez facilement les répliquer ailleurs si vous le souhaitez, mais ce sera toujours votre décision. Alors maintenant, regardons un petit peu quand même les éléments de résilience, c'est important. Chaque région, comme la région Paris, est composée de multiples zones de disponibilité. Donc typiquement 3 ou plus. Et chaque zone de disponibilité, c'est au minimum un data center, et souvent plusieurs. Pourquoi? Pour vous offrir un modèle de résilience qui est toujours nativement basé sur 3 data centers actifs, actifs, actifs. C'est-à-dire être dans un modèle qui est beaucoup plus avancé qu'un modèle, on va dire, assez classique avec un data center primaire, un data center secondaire. Mais surtout, notre modèle mental, c'est de vous aider à concevoir des architectures qui font que, même dans le cas rarissime et extrêmement improbable qu'un data center entier devienne indisponible, même dans ce cas-là, vos applications doivent continuer à fonctionner sans aucun impact. Ça, c'est notre objectif avec les services managés. C'est aussi notre objectif pour que vous conceviez vos architectures et vos applications avec ce même objectif. Donc, je vous l'ai dit, on va le remettre en gros ici, AWS ne déplace pas vos données. C'est vous qui contrôlez la localisation. Et ça fait partie également donc à la fois des engagements contractuels, mais également des vérifications faites par des auditeurs tiers et indépendants qui viennent sur site, qui viennent vérifier le code, qui viennent vérifier nos procédures, qui viennent tout vérifier. Et là, vous avez un des contrôles qui est dans la certification C5 qui dit explicitement ça. Vous avez le contrôle et nous ne déplaçons pas les données. Deuxième point, parce qu'en fait, ça ne suffit pas, quand on parle de RGPD, il y a la question des transferts de données. Donc les données sont stockées dans la région Paris, tout va bien. Maintenant, vous le savez probablement, s'il s'avérait qu'un opérateur AWS situé par exemple aux États-Unis consultait des données sur son écran qui seraient situées en France ou en Europe, le fait de consulter une donnée à distance, ça fait un transfert de données au sens juridique. Donc comment vous, en tant que client, vous pouvez vous assurer qu'il n'y a pas de transfert en dehors de l'Europe? Eh bien, ça fait partie également des caractéristiques de sécurité de nos services. Donc là, vous avez une page qui s'appelle les Privacy Features des services AWS, où il y a plusieurs listes, et la première liste sont les services régionaux. C'est-à-dire que sur ces services, et vous le voyez sur la colonne de droite, vous avez ces services, et nous attestons qu'il n'y a pas d'accès à distance fait sur ces services, pas d'accès à distance sur les données. Donc ça vous donne un élément supplémentaire pour que, si vous mettez en place vous-même cette absence de transfert et les contrôles qui vont avec, vous pouvez par exemple arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de transfert de données en dehors de l'Europe, ce qui peut être une caractéristique importante en termes de RGPD et ce qui simplifie beaucoup de choses. Alors, le Cloud Act. Je pense qu'il n'y a pas une seule réunion faite avec des clients où à un moment donné on ne me pose pas la question du Cloud Act. Alors il y a des réponses un peu plus longues, des réponses un peu plus courtes. Je vais commencer d'abord par le contexte, par vous expliquer, et après je vous donnerai vraiment la réponse courte. Le Cloud Act. Alors en fait, ce n'est pas le mot cloud, c'est C-L-O-U-D. C'est un acronyme. Clarifying Lawful Overseas Use of Data. C'est un jeu de mots du département de la justice américain. En réalité, ça ne concerne principalement que les communications électroniques. Et par extension, le cloud, si le cloud est utilisé pour stocker ou processer ces communications électroniques. Donc, ça concerne assez peu un site web ou une base de données. Ce n'est pas une communication électronique. L'autre chose aussi, c'est que ça ne s'applique que dans le cas d'enquête criminelle. Et enfin, ça s'applique également très largement d'ailleurs, à des sociétés américaines bien sûr, à des sociétés situées sur le sol américain, mais aussi finalement à toute société qui fait également du business avec les États-Unis. Et ça ne modifie pas les lois locales. Alors concrètement, comment vous apporter finalement des assurances par rapport à ça? La première chose importante, c'est que nous avons pris en février 2021 ce qu'on appelle des engagements contractuels supplémentaires par rapport au RGPD. Je vais essayer de les résumer. Ça dit deux choses. La première, c'est que nous contestons systématiquement, le terme important c'est systématiquement, toute demande de la justice si elle est en conflit avec les lois européennes ou les lois nationales. Et la deuxième, qui est encore plus importante, c'est que si au final, nous sommes néanmoins contraints de fournir quelque chose, nous nous engageons à fournir le strict minimum et rien de plus. Et ça va être important pour ce qui va suivre. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le Cloud Act ne peut pas forcer AWS à déchiffrer les données. Là, vous avez une copie d'écran de la FAQ du département de la justice américain, question 29.
Ça dit exactement ça. Alors, il faut le traduire un tout petit peu, mais ça dit ça. Ça dit le Cloud Act ne peut pas forcer à déchiffrer. C'est exactement la même conclusion à laquelle arrive l'étude du gouvernement suisse, qui est en ligne, si ça vous intéresse, qui arrive exactement à la même conclusion. Vous pouvez lire également l'étude d'IDC, qui arrive exactement à la même conclusion. Donc il y a un consensus là-dessus. Et donc si je mets les deux bout à bout, c'est que le Cloud Act ne peut pas nous forcer à déchiffrer les données. Et ça fait partie de nos engagements de ne pas le déchiffrer. Et comme nous avons dit que nous ne fournirions que le strict minimum et rien de plus, le strict minimum n'inclut pas le déchiffrement. Donc le Cloud Act n'est pas une base légale pour faire un déchiffrement. Ce qui fait qu'au final, dans le pire des scénarios, la seule chose qu'AWS pourrait potentiellement être forcé à remettre sont des données chiffrées sans la clé, qui sont des données inutilisables. Là, vous avez vu la version longue. La version courte, c'est que, en fait, si vous voulez rendre inefficaces les demandes Cloud Act sur AWS, il y a deux critères. Un, ne stockez pas les données aux États-Unis. L'Europe, ça marche très bien. Deux, chiffrez les données. À partir du moment où c'est stocké en dehors des États-Unis et les données sont chiffrées, de toute façon, une demande de Cloud Act ne peut pas aboutir à quelque chose d'utilisable. Ce qui veut dire qu'au final, la justice ira vous voir directement. C'est simple, non? Et pour vous le démontrer, finalement, en fait, ça ne s'est pas produit. Nous publions tous les 6 mois des rapports de transparence avec le nombre de requêtes que nous recevons, de tout pays confondu, le type de requête et à chaque fois comment nous y répondons. Et depuis très longtemps, nous ajoutons cette ligne-là à la fin du rapport, qui est combien de fois nous avons remis à la justice américaine des données d'entreprise situées en dehors des États-Unis. Le chiffre est facile, c'est 0. Et depuis que ce rapport existe, le chiffre, c'est 0. Donc c'est un élément supplémentaire. Donc je vous ai expliqué que, en fait, si vous avez chiffré les données et vous l'avez stocké en Europe, par exemple, mais en fait, ça le rend inefficace. Et on voit ici qu'effectivement, ça n'a pas eu lieu. Voilà pour le Cloud Act. Alors, le RGPD, ça n'a rien à voir, mais c'est une question aussi importante. Nous sommes conformes avec l'ensemble des exigences du RGPD. Nous le sommes depuis 2018, depuis l'existence du RGPD. Et bien sûr, nous avons aussi adapté ces exigences et les termes contractuels suite à Schrems 2, suite à l'invalidation du Privacy Shield. Je ne vais pas trop rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, si vous avez un DPO, un responsable de traitement chez vous, qui pose des questions, la réponse est ce document. Je vous invite d'ailleurs à regarder le QR code. Le lien n'est pas forcément toujours facile à trouver. Ce document, c'est un document de 16 pages qui explique en détail, qui part de l'analyse en 6 étapes du European Data Protection Board, justement sur quelles sont les responsabilités respectives entre AWS d'une part et entre vous en tant que client d'autre part. Donc c'est très didactique, c'est très bien écrit, et ça c'est la réponse pour vos DPO. Ça existe en français et en anglais. Bien sûr, être conforme avec le RGPD pour vous et conjointement, c'est aussi appliquer les meilleures pratiques de sécurité. Donc ça passe par les certifications. Donc là encore, ce sont des auditeurs tiers indépendants qui viennent tout vérifier dans les data centers, dans le code, dans les opérations. Alors, elles sont très nombreuses, les certifications. Il y a bien sûr l'ISO 27001, le grand classique. L'ISO 27017, qui est plus spécifique au cloud. Et quand on parle de RGPD, celui qui est vraiment important, c'est le 27018. Qui est lié spécifiquement à la protection des données personnelles. Mais en réalité, vous bénéficiez aussi de toutes les autres en même temps. Par exemple, le PCI DSS qui traite des numéros de carte bancaire, qui se trouve être une donnée personnelle, peut-être un petit peu plus sensible que le nom et le prénom. Mais au final, même si vous ne gérez pas de données de carte bancaire, peu importe, vous bénéficiez automatiquement de tous les contrôles qui sont liés à PCI DSS. Donc là aussi, ça met une barre de sécurité très élevée. Mais on a voulu aller encore plus loin et trouver encore une autre manière, une autre certification pour vous démontrer que nous appliquons tout ce qui est nécessaire. Alors je vais revenir un petit peu en arrière pour expliquer comment ça se passe. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ont lu le RGPD dans la salle? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Si vous lisez le texte du RGPD, il n'y a pas le mot cloud dedans, ce qui est normal. C'est un règlement général, le cloud est vraiment très spécifique. Donc en réalité, ce que fait le RGPD via son article 40, c'est qu'il invite chaque industrie à rédiger un code de conduite, c'est-à-dire décliner ce que signifie l'application du RGPD dans cette industrie particulière. C'est ce que nous avons fait avec le CISP, qui est une association d'opérateurs cloud en Europe, qui avait déjà fait une première version du code de conduite en 2018 et qui l'a bien sûr mise à jour. On a fait une version 2 suite à Schrems 2.
Ce qui est nouveau, il y a deux choses nouvelles. La première, c'est que ce code de conduite, nouvelle version, a été validé par la CNIL en juin 2021, par la CNIL française. Et la deuxième chose, c'est que ce nouveau code de conduite ouvre la possibilité de se faire auditer formellement. La CNIL a d'ailleurs accrédité 3 sociétés d'audit pour venir justement sur site et vérifier tout ça. Ça a été notre choix. Et donc nous avons fait auditer 100 de nos services. Alors, la photo, ça va être compliqué pour lire la liste, mais en tout cas, tout ça, c'est en ligne. Nous avons fait auditer 100 de nos services comme étant conformes avec l'intégralité des demandes du code de conduite. Donc là encore, c'est une volonté de notre part qui est de dire non seulement il y a cet aspect de conformité contractuelle, mais c'est même de mettre la barre le plus haut possible pour vous démontrer que nous faisons tout ce qui est nécessaire et requis par rapport à l'adéquation au RGPD. Maintenant, on va rentrer dans Nitro. Donc, si vous étiez à la keynote, Julien Grouès en a parlé. Il a dit qu'effectivement, comprendre la sécurité d'AWS, ça passe par comprendre Nitro. Alors, même avant Nitro, le principe fondateur chez AWS, c'est que les salariés ne sont pas autorisés, jamais, à accéder à vos données, aux données clients, sauf si vous les avez explicitement autorisées. J'insiste bien, le support AWS n'a pas accès à vos données. Point. Le seul moyen, si vous le souhaitez vraiment, le seul moyen pour que le support ait accès à vos données, c'est que vous créiez explicitement un login, un mot de passe, un accès, que vous l'envoyez au support. On le fait rarement, mais si vous le souhaitez, on a des procédures pour être capable de le faire. Mais c'est le seul moyen. Et donc ça fait partie des audits, et vous les avez ici. En fait, on a une image mentale, c'est de considérer que les données des clients sont radioactives. Alors, ne le prenez pas mal, mais c'est de dire, en tant qu'être humain, nous voulons être le plus loin possible, et c'est dangereux de toucher les données. Donc tous nos systèmes sont basés sur des automates qui font en sorte que la fourniture des services ne nécessite pas d'opération humaine, et nous, on ne veut surtout pas toucher vos données. Mais jusqu'à présent, on est dans un modèle où on interdit à nos opérateurs de toucher à vos données. Mais là encore, on a voulu aller un cran plus loin, qui est de passer de contrôle, de gouvernance, d'audit et de processus à une infaisabilité technique. Et c'est là que Nitro est né. Alors Nitro, ce sont des cartes physiques. Je suis très heureux de pouvoir mettre une photo avec des équipements. Ce sont des cartes, alors ça provient du rachat de la start-up Annapurna Labs, il y a plusieurs années de ça. Et là, vous avez plusieurs générations. Donc ce sont des cartes PCI Express qui font plusieurs choses. Mais ce qui est surtout important, c'est que ça crée une barrière physique de sécurité qui est au niveau de cette carte-là, avec de nombreuses caractéristiques. Très rapidement, et on rentrera plus en détail, il y a 3 grandes caractéristiques. La première, c'est d'accélérer la virtualisation. Meilleure performance. Au point que finalement, vous ne voyez plus de différence entre une machine virtuelle et du bare metal. Deuxième caractéristique, chiffrement complet à la volée, sans aucun impact de performance. Ça, c'est important pour le RGPD. Le RGPD dit que vous devez chiffrer les données. C'est bien pour le CloudOct aussi, on l'a vu. Mais donc, du coup, activer le chiffrement sur Nitro, il n'y a aucun impact de performance. Parce que c'est fait avec des ASIC, avec du matériel, du hardware qui est dédié pour ça. Et le troisième, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'absence d'accès opérateur. Il n'existe aucun outil pour qu'un administrateur, un opérateur, un salarié d'AWS puisse se connecter sur la carte et sur l'hyperviseur. Alors, on va faire un petit peu une comparaison entre le avant-après. Ici, sur la gauche, vous avez le fonctionnement, on va dire, classique d'un hyperviseur. C'est comme ça que AWS fonctionnait pendant environ les 10 premières années. Et c'est comme ça qu'à peu près tous les autres opérateurs cloud ou toutes les solutions de virtualisation fonctionnent. Vous le voyez, sur le même processeur vont tourner les applications, les machines virtuelles, et aussi tout le logiciel de virtualisation, qui va virtualiser le stockage, le réseau, et ainsi de suite. Ça a plusieurs challenges. Le premier, c'est que ça consomme du CPU de faire la virtualisation, aux environs de 30%. Donc quand on était sur ce modèle-là, ça voulait dire que 30% de la capacité brute du serveur était dédiée non pas à exécuter vos applications, mais à faire la virtualisation. Ce qui est dommage. La deuxième chose qui est embêtante, c'est la console, ce qui s'appelle DOM0 sur Xen. Et c'est embêtant parce que, enfin, en tout cas c'est un challenge de sécurité, c'est que si vous arrivez à vous connecter sur la console, vous avez tous les droits sur l'hyperviseur, vous pouvez tout faire. Et ça, c'est embêtant. Donc, comment progresser là-dessus? À droite, vous avez Nitro. Donc, comme vous le voyez, Nitro, comme toutes les fonctions de virtualisation, de réseau, de stockage sont déportées sur la carte, ça veut dire que 100%
de la capacité CPU est dédiée aux machines virtuelles. Donc économiquement, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est que tout ce qui rentre et qui sort du serveur, c'est chiffré. Ce qui part sur le réseau, c'est chiffré. Ce qui part en stockage, c'est chiffré. Et c'est la carte Nitro qui fait ce chiffrement. La troisième chose, vous voyez ici, il n'y a pas de console. En fait, on empêche une connexion à l'hyperviseur par un administrateur par un moyen très simple. Ce n'est pas qu'on interdit l'accès à la console, c'est qu'il n'y a plus de console. C'est que le code n'existe pas, volontairement. Il n'y a pas d'accès SSH, il n'y a pas de RDP, il n'y a pas de ligne de commande, il n'y a rien. La seule chose qu'il y ait, ce sont des API signées et chiffrées qui viennent du control plane, du plan de contrôle, et donc qui viennent du fait que quand vous demandez à une instance EC2 d'être créée ou de redémarrer ou que sais-je, ce sont des API qui viennent sur la carte Nitro et qui font ce qu'il faut. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des API, bien sûr. Et là encore, dans Nitro, il n'y a aucune API qui permet d'exfiltrer des données clients. Aucune. Même chose, ce n'est pas que c'est interdit, c'est que le code n'existe pas, volontairement. Donc le modèle mental, là aussi, dans lequel nous voulons être, c'est que toute demande d'une autorité, d'un juge, de tout ce que vous pouvez imaginer, qui nous demanderait d'accéder à la mémoire qui est dans les machines virtuelles, notre réponse est toujours la même. Nous sommes techniquement incapables de le faire. Et c'est volontairement. Le système a été conçu pour ça. Il faut comprendre que c'est une décision hyper structurante qu'on a prise il y a plusieurs années, parce que ça veut dire que nous renonçons à toute capacité de faire de l'analyse s'il y a un problème, s'il y a une anomalie ou quoi que ce soit, parce que la sécurité de vos données, ça prime sur notre capacité à débugger sur les machines. Donc nous sommes incapables de débugger également, parce que cette enclave de sécurité, elle est trop importante, et c'est là qu'il y a vos données. Donc Nitro, ça vous assure cet élément-là. Si vous voulez aller plus loin, alors là c'est une nouveauté d'aujourd'hui, ça date d'hier, nous venons de publier la version française du white paper sur Nitro. Donc le document en anglais date de fin d'année dernière, donc nous l'avons traduit bien sûr, et ça rentre vraiment beaucoup plus en détail sur ces éléments de conception de Nitro, sur cet ensemble-là. Alors il y a une question que j'ai souvent et j'ai oublié de mentionner, c'est disponible quand Nitro? En fait c'est disponible depuis fin 2017. En fait vous l'avez déjà. Sur la région Paris, si vous l'utilisez, vous utilisez déjà Nitro. Et vous bénéficiez déjà de ces caractéristiques-là, en particulier sur les services type de machines virtuelles comme Amazon EC2. Donc Nitro, c'est une brique très importante, ce n'est pas la seule. Je ne vais pas dire que la sécurité de AWS se limite à Nitro, non. Mais c'est une brique importante, et il y a une autre brique complémentaire, ce sont les solutions de chiffrement. Alors, chiffrement des données, vous devez chiffrer les données. De toute façon, le RGPD le demande, on l'a vu avec le Cloud Act, et c'est tellement facile à faire qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc ça passe par KMS, Key Management Service, un service chez nous qui vous aide à faire ce chiffrement-là, à gérer les clés de manière extrêmement simple, c'est quasiment une case à cocher, et surtout ça respecte tout ce qui est à l'état de l'art. Donc en quelques clics vous l'avez sur tous les services qui stockent de la donnée persistante. Ça utilise à minima de l'AES 256 bits, qui est très au-delà de ce qui est requis par beaucoup de régulateurs. Si vous regardez par exemple les recommandations de l'ANSI sur le chiffrement symétrique, ce que l'ANSI demande, c'est au minimum 128 bits. Là, on est à 256. L'AES 256 c'est aussi un algorithme qui est assez bien résistant par rapport aux attaques quantiques. Donc là aussi, on est assez tranquille par rapport à ça. Donc, chiffrer les données avec KMS, c'est simple et ça permet de vous concentrer sur autre chose. Avec KMS, on a les mêmes caractéristiques avec Nitro. C'est-à-dire que nos opérateurs, nos administrateurs ne peuvent pas avoir accès aux clés de chiffrement. C'est construit sur des HSM, des Hardware Security Modules. Ce sont des équipements physiques qui se défendent contre tout type d'attaque. C'est un peu comme dans Mission Impossible. C'est-à-dire s'il y a des attaques logiques, mais surtout physiques, donc si vous essayez de le découper au laser, de le tremper dans de l'azote ou de l'hélium liquide ou quoi que ce soit, le boîtier va toujours se défendre de la même manière. C'est-à-dire qu'il va effacer les clés avant que vous ayez le temps d'atteindre le silicium. C'est un modèle absolument classique. Et surtout, ces boîtiers sont, et ça fait partie des certifications, ils sont conçus pour qu'il ne soit pas possible techniquement, que ce ne soit pas faisable techniquement d'extraire les clés. Du tout. C'est conçu pour. Donc là encore, si un juge, une administration, quelle qu'elle soit, nous demande de récupérer les clés qui sont dans ces HSM, nous sommes incapables de le faire.
Mais jusqu'à présent, on avait cette option-là avec des HSM qui étaient toujours gérés au sein d'AWS, donc par les équipes AWS sur la gestion physique du boîtier et dans nos data centers. Et certains régulateurs ou certains clients souhaitaient d'avoir une option supplémentaire qui est de pouvoir sortir complètement ces boîtiers de chiffrement. C'est ce que nous avons annoncé et sorti en fin d'année dernière. Ça s'appelle XKS, External Key Store. Nous avons aussi annoncé des partenariats avec Atos, avec Thales, avec HashiCorp aussi, et ils sont présents aujourd'hui. Et là, ça vous permet de sortir complètement ces boîtiers de chiffrement. Donc, à gauche, vous avez vos applications, bien sûr, un lien réseau, et à droite, vous avez deux éléments. Donc, tout à droite, le HSM externalisé, donc le boîtier qui contient les clés, et bien sûr également le Key Manager, donc un composant qui va pouvoir analyser chaque requête, faire du contrôle d'accès et vérifier que les requêtes sont légitimes. Chez Thales, ça s'appelle Cypher Trust Manager, mais il y a d'autres solutions. Et donc ça devient une solution qui plaît beaucoup, notamment aux RSSI et aux régulateurs les plus exigeants, parce que ça signifie que dans ce genre de scénario-là, si une donnée devait être, si une autorité demande à déchiffrer de la donnée, eh bien ça nécessite la coopération de deux acteurs. Il faut à la fois que AWS accepte d'activer le déchiffrement, mais il faut également que l'opérateur de chiffrement qui est à droite accepte. Soit c'est vous, en tant que client, qui l'opérez directement. Je vous déconseille, parce qu'opérer des HSM, c'est quand même coûteux, c'est compliqué, et il y a des professionnels qui savent très bien le faire. Soit c'est un acteur comme Atos ou Thales qui doit également accepter ce déchiffrement-là. Je vais le dire autrement, s'il y a un des deux acteurs qui refuse, on retombe dans le même scénario qui est que les données sont inutilisables. Ce que je vous propose pour conclure, c'est de mettre tout ça un petit peu, remettre tout ça ensemble. Donc on a les différentes pièces du puzzle, on va remettre tout ça ensemble. C'est très stylisé, mais là vous avez en gros un serveur sous EC2, Amazon EC2. On l'a vu, donc le CPU, c'est le seul endroit où les données sont en clair, de manière temporaire pour faire le traitement. Et là, c'est Nitro qui intervient pour empêcher tout accès opérateur et pour empêcher toute exfiltration de données. Donc Nitro est cette enclave de sécurité, cette barrière physique qui empêche d'accéder à ces données qui sont en clair. Tout le reste est chiffré. La mémoire vive, les barrettes sont chiffrées. Ça, nous le faisons depuis les générations 6, donc C6, M6, R6, sur Intel, sur AMD et sur Graviton. Donc c'est déjà un premier élément. Et les clés qui servent à chiffrer sont dans le processeur, dans le silicium, et sont non extractibles. Donc, même chose, si quelqu'un nous demande d'extraire les clés, nous sommes incapables de le faire. Nitro intervient également pour le stockage local sur disque. Pareil, c'est chiffré avec des clés non extractibles temporaires. Quelque chose qui n'est pas très connu, c'est que également toutes les communications de machine virtuelle à machine virtuelle sont automatiquement chiffrées par Nitro. On fait ça sur les toutes dernières générations. Vous ne le voyez pas, c'est complètement automatique, mais en fait ça répond à un autre risque. Moi, je vais vous dire, et tous nos architectes vous diront, chiffrez les communications entre serveurs. Mettez du TLS ou n'importe quel autre protocole, peu importe, chiffrez. Ça fait partie des bonnes pratiques. Mais même si vous avez oublié de chiffrer, ou même si vous utilisez un ancien protocole qui ne supporte pas le chiffrement, même dans ce cas-là, Nitro va automatiquement surchiffrer. Ce qui veut dire que si quelqu'un écoute une fibre, à quelle que soit la position dans un data center ou ailleurs, de toute façon, c'est chiffré. Toujours pareil, avec des clés non extractibles, et ainsi de suite. Et donc, il reste le cas qu'on vient de voir, qui est le cas des données persistantes. Donc, c'est chiffré avec KMS. Et donc là, avec cette option, il y a plein d'options différentes, hein, mais en tout cas, cette option également qui est nouvelle, de pouvoir sortir complètement les boîtiers de chiffrement et d'arriver dans la situation que je vous avais indiquée. Donc, finalement, on arrive avec cette complétude, il me semble, en tout cas, qui est de dire, nous avons atteint notre objectif en termes de souveraineté des données, qui est que si une autorité, un juge, une agence, vous faites la liste, nous demande d'extraire les données et de les fournir, nous sommes incapables de le faire, techniquement parlant. Je ne parle même pas de l'aspect juridique ou quoi que ce soit, mais en plus, de toute façon, nous sommes incapables de le faire. C'est toujours difficile de donner une image mentale, mais j'ai un peu cette image. C'est comme si la machine virtuelle, c'était un coffre-fort, et auparavant, nous faisions très attention de qui a la clé du coffre. Là, nous avons retiré la serrure du coffre. Bien, donc merci en tout cas. Donc on a vu ces différents éléments, cette partie justement de notre feuille de route globale, ce qui est déjà disponible.
les engagements de localisation, bien sûr, le Cloud Act, j'espère que vous avez retenu, hein, stocker en dehors des États-Unis et chiffrer les données, le RGPD, Nitro, KMS, XKS et tout cet ensemble qui finalement vous permettent d'avoir, d'améliorer et d'atteindre, je pense en tout cas, votre souveraineté sur vos données et la sécurisation de l'ensemble de vos données. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de summit.